Bonjour et bienvenue sur le plateau des Échos Lifestyle. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le président directeur général de l'hôtel Bristol, du Palace, devrais-je dire, Bristol à Paris. Didier Le Calvez, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Alors vous êtes à la tête du Bristol après avoir passé pas moins 18 ans chez Four Seasons, votre grand concurrent, mais vous êtes également au sein du Bristol, enfin au sein de la femme du groupe Haute-Care, le senior vice-présidente vente et marketing de la collection Haute-Care, du nom de la famille Haute-Care qui est propriétaire du Bristol. Alors ça fait d'ailleurs du Bristol le seul palace parisien encore détenu par une famille, le seul également, donc ça n'est pas votre seul titre, le seul également à avoir 3 étoiles au Michelin, 3 au restaurant Épicure qui est tenu par, on ne le présente plus, Éric Fréchon, et 1 au restaurant Plus Brasserie au 114 Faubourg. Alors dans la pratique, être le patron d'un palace qui est encore détenu par une famille, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que c'est différent? Pas totalement, mais également, oui, d'abord c'est un privilège, puisque le Bristol n'a été détenu que par 2 familles. Oui. La famille Jamet de 1925 à 1978, et puis la famille Haute-Care. D'accord. Ayant dit cela, pour le groupe Four Seasons, j'ai travaillé pour 18 ans, dont M. Sharp, qui était le fondateur du groupe Four Seasons. J'ai travaillé en direct avec lui pendant 12 ans. Donc, c'était malgré tout un sentiment très famille, puisque... Oui. Sa présence était très forte au sein du groupe et j'ai eu la chance de travailler directement avec lui pour l'ouverture du Four Seasons de Georges V, pour le Pierre lors de mon poste à New York. Donc en plus des grands établissements dans votre CV, si on peut dire. Alors vous avez ouvert depuis votre arrivée il y a 4 ans à la tête du Bristol de nombreux chantiers, vous avez fait beaucoup de travaux, le spa, le jardin, des suites, le restaurant, donc beaucoup de chantiers et en même temps vous êtes pratiquement, alors le salle je sais vous avez fermé 3 mois pour la liaison de 2 bâtiments, notamment le bâtiment qui accueille le 114 Faubourg et le bâtiment principal, donc vous avez fermé 3 mois, mais en fait vous êtes quand même pratiquement le seul palace à n'avoir jamais fermé complètement pendant de longs mois pour faire tous ces chantiers. Est-ce que c'est par choix? Comment vous avez procédé pour ces chantiers? Ça répond un peu à votre première question. Oui. C'est la chance d'avoir des propriétaires familiaux qui ont investi régulièrement dans l'hôtel depuis de nombreuses années. La famille Haute-Care est propriétaire depuis 1978, a continuellement réinvesti. Donc nous avons la chance d'avoir un palace qui est dans une condition parfaite de fonctionnement. Et puis pour revenir un peu aux travaux, j'ai eu la chance en 2010 de bénéficier du travail de mes prédécesseurs, puisqu'ils ont ouvert l'aile Matignon, ils ont ouvert le restaurant 114, et donc nous avons pu, grâce à cette ouverture de 2009, repositionner l'hôtel, et nous avons pensé qu'il était bien de faire beaucoup d'agencements. Vous savez, lorsque vous découvrez un établissement avec des yeux neufs, vous voyez des nouvelles perspectives, donc nous avons changé le spa, nous avons fait un très beau spa au premier étage avec la prairie. Vous avez quasiment triplé la surface de ce spa. Nous avons triplé la surface de ce spa. Nous avons la chance d'être le seul spa sur Paris, il me semble, avoir des salles de soins avec la lumière naturelle, où les gens, après un soin, peuvent prendre un café sur une petite terrasse. Ensuite, nous avons repositionné Épicure, donc le restaurant 3 étoiles d'Éric Fréchon, directement sur le jardin pour prendre avantage de ce jardin merveilleux. Nous avons fini le jardin, si je puis me permettre, cette année. Et puis bien sûr, nous avons ouvert notre nouveau bar en septembre avec de très très belles boiseries venant directement d'Angleterre. Et donc le bar a été un peu notre dernière grande addition d'un point de vue restauration. Ayant dit cela, de nombreuses rénovations également en termes de chambres, de suites. Et le Bristol, si vous voulez, a le plus bel inventaire de suites sur Paris, puisque nous avons 188 clés, mais 85 suites, dont nous avons un choix de suites absolument sublime, non notamment suite où a été filmé le film de Woody Allen, Midnight in Paris. Oui, bien sûr, que tout le monde a vu. Alors, on sait, l'hôtellerie, c'est un métier de détail, un métier sans fin. Donc, beaucoup de chantiers à nouveau à venir sur 2014? Alors là, non. Là, c'est la bonne chose pour nous, c'est que les autres sont en chantier et nous ne le sommes pas. Parfait. Ça faisait un peu tout de même partie d'une certaine stratégie. Très bien. Donc, non, simplement des travaux de maintien. Comme vous avez, tout hôtel se doit tous les ans de continuellement réinvestir. Mais là, nous avons totalement rénové toutes nos chambres, toutes nos suites, tous les restaurants. Donc bien sûr, il y a des rénovations normales de maintien
qui en général ont lieu entre janvier et mars. Il n'y a pas de gros projets. Il y a une ou deux suites que nous allons totalement refaire, mais c'est tellement marginal en vue des travaux que nous avons faits ces dernières années. Alors, on le sait, le marché parisien est en pleine effervescence, hein, jamais il n'a autant bougé, avec l'arrivée d'un nouvel acteur l'année prochaine, si tout va bien, le Peninsula, et puis vos confrères qui ont fermé pour le coup pour travaux, et qui vont probablement réouvrir avec de nouvelles offres. Qu'est-ce que ça change pour vous? Même pas peur? Si, il faut toujours appréhender la venue des autres. Oui. Alors le Peninsula, puisque c'est l'établissement dont vous parlez, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. C'est un groupe qui fait toujours du très bon travail où qu'il soit. C'est un petit groupe en termes de nombre d'hôtels, mais qui fait toujours du très bon travail. Et puis il se trouve que le directeur général est un de mes anciens bras droits. Un garçon, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui a travaillé pour moi au Pierre. Donc très bon hôtel. Très bonne chaîne, très bon directeur général, donc concurrence sérieuse, oui absolument. Très bien. Et alors le Plaza qui a fermé, le Crillon qui a fermé, le Ritz qui a fermé, est-ce que tout ça donne du tonus finalement à ce marché? Je trouve que c'est parfait pour Paris, c'est très très bien. J'espère que ceux qui sont en rénovation prennent leur temps, qu'ils ne se précipitent pas pour réouvrir. Qu'il y ait quelques retards de chantier. Ça ira très bien parce que nous sommes comme dans un climat morose. Bien sûr. Mais pour parler un peu spécifiquement des hôtels que vous avez mentionnés, le Ritz, c'est un hôtel extraordinaire qui apporte énormément au marché parisien. Le Plaza Athénée a fait un merveilleux travail depuis 10 ans avec François Delahaye. Et si je comprends bien, l'hôtel de Crillon va être repris par le groupe Rosewood, qui est un très très bon groupe. Mais je pense que toutes ces ouvertures d'hôtels spécifiques, ces nouvelles arrivées sur le marché, c'est très très bénéfique à Paris et à la France. Et puis il faut bien comprendre que toutes ces chaînes qui viennent apportent leur propre réseau de réservation, il y a un certain rayonnement marketing, donc c'est l'ouverture du parc Hyatt il y a de cela à peu près 8-10 ans. Je pense que tous ces hôtels nous apportent quelque chose, ayant dit ça, nous avons tous une inquiétude, puisque aujourd'hui nous sommes quand même dans un marché assez difficile, donc ces ouvertures successives dans les 2 prochaines années, à court terme, nous inquiètent, à long terme sont très bénéfiques. Alors en attendant, vous avez bouclé, je crois, un très bel exercice à nouveau. Oui, c'est encore de loin un très bel exercice, mais ça je dois remercier tous mes collègues qui ont fermé. Non, c'est une très bonne année, c'est une bonne année pour nous, mais il faut la relativiser, parce que si les autres hôtels n'avaient pas fermé, je pense que c'est une année où nous aurions peut-être fait un peu moins que l'année précédente. D'accord. Alors, à titre personnel, j'ai regardé votre long CV, vous avez eu énormément de récompenses, vous et puis les établissements que vous avez dirigés, et vous avez notamment obtenu le titre, je pense, très envié de meilleur hôtelier du monde. Est-ce qu'il existe une patte, le Calvez? Non, il y a peut-être beaucoup d'endurance, puisque je fais ça depuis très longtemps. Donc, je pense qu'il y a 35 ou 40 ans de métier. Je pense que j'ai la chance d'être très très bien entouré, avec de très bons collaborateurs, des personnes très fidèles, dont Léa Marchal, qui est la directrice du Bristol, qui avait également ce poste avec moi au Four Seasons Georges V. Ensuite, s'est trouvé des personnes de très haut niveau au Bristol. Je pense notamment à Éric Fréchon, qui était déjà là et qui continue de se révéler et de s'épanouir. Donc je pense que c'est savoir fédérer des personnes autour de soi. Et nous avons la chance d'être dans une culture très portée sur le luxe, sur la passion du détail, la passion d'un savoir-faire à la française. Et je dis toujours qu'il n'y a pas de grand hôtel sans grands propriétaires. Donc les propriétaires nous permettent de faire de très bons hôtels. Alors justement, ces propriétaires, on en parlait au tout début, la famille Hauteker possède de nombreux autres établissements, on va peut-être pouvoir les citer, et vous, au sein de cette collection prestigieuse, vous vous occupez maintenant, vous êtes, je le disais en ouverture, le senior vice-président en charge des ventes et du marketing. Vous avez également, plus précisément en charge ce merveilleux hôtel aux Seychelles qui est le Fregat Iceland. Est-ce qu'il y a un point commun à tous ces hôtels de la collection Hauteker? Oui, absolument. Alors on peut les citer, hein, le château Saint-Martin à Vence, l'hôtel du Cap Edenrock, voilà, et le Buenos Park en Allemagne. Nous allons vers un merveilleux spa en avril l'année prochaine, Villa Stéphanie. Donc ce sera probablement le plus beau spa d'Europe, un spa extraordinaire que nous ouvrons. Nous allons ouvrir l'apogée à Courchevel en décembre. Donc ça c'est un hôtel en revanche qui est en gestion, en gestion comme le Palais de Namaskar à Marrakech, et tout comme Fregat Island, incidemment. Donc non, il y a une synergie. C'est-à-dire que nous avons la chance, ce qui est assez unique dans le monde de l'hôtellerie aujourd'hui, d'être propriétaire de nos 4 hôtels principaux.
Donc nous avons choisi, à l'initiative de M. Marenbach, le CEO de la collection de cœur, oui, de profiter de ces synergies de ces quatre hôtels, et de choisir des hôtels dans des destinations qui nous apparaissent complémentaires, clés. Et nous avons une certaine image de luxe. On nous compare beaucoup à Hermès ou à d'autres très grandes marques françaises, ce qui est très flatteur. Voilà, tout à fait. Et bien sûr, il y a un point commun. Le point commun, c'est une certaine clientèle. Vous avez une certaine clientèle de luxe aujourd'hui, que vous allez retrouver à Saint-Barth, que vous allez retrouver dans les Seychelles, que vous allez retrouver à Marrakech. Donc nous essayons de trouver des destinations. Nous aimerions beaucoup être à Londres. Nous travaillons activement sur des projets potentiels à Londres, voire New York. C'est une collection qui va s'agrandir, qui va rester une bonne dimension. Nous avons beaucoup d'admiration pour des groupes tels que Peninsula ou ce que certains groupes ont fait dans le passé. Donc oui, nous cherchons des lieux privilégiés qui correspondent. Et dans le cas de Frégate, c'est vraiment un projet assez unique puisqu'il s'agit d'une île merveilleusement préservé. Vous êtes au milieu des Seychelles et c'est un petit peu les Galapagos au milieu de l'océan Indien, hein, je résume, avec une population de tortues géantes extraordinaire. Vous imaginez une île avec 2000 tortues. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cette île, c'est qu'elle n'était pas habitée jusqu'à il y a 200-300 ans. Donc vous avez vraiment un écotourisme très intéressant, avec une vraie préservation de la nature, de la faune, de la flore, et puis 16 villas très privilégiées. D'accord. Alors, tout ça ne vous a pas empêché, malgré tout, de prendre des responsabilités au sein de l'interprofession, puisque vous êtes président de la toute nouvelle branche Prestige au sein de l'UMI, qui est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Est-ce qu'il y a encore des grands combats à mener au niveau de cette interprofession ? Alors je pense continuellement, je pense que le combat au sein de l'UMI du tourisme et de l'hôtellerie n'a pas changé. Notre objectif est de faire en sorte collectivement que l'industrie hôtelière, l'industrie touristique soit reconnue par les différentes instances gouvernementales comme étant quelque chose d'important. Il ne faut pas oublier que le tourisme, c'est 7% du produit national brut, c'est 900 000 emplois, c'est 300 000 saisonniers, c'est 35 000 apprentis, je crois. Donc je pense que c'est faire entendre notre voix. Il y a des dossiers de fonds, liés à la TVA, liés aux réglementations que nous avons des uns et des autres. Donc je pense qu'il y a un certain moment dans sa carrière professionnelle où il faut faire entendre une voix. L'UMI, pourquoi l'UMI ? L'UMI est le syndicat national, hexagonal par excellence, et donc jouer un rôle pour faire porter notre voix auprès du gouvernement est important. Et à votre avis, on ne prend pas assez cas de cet avantage qu'on a avec Paris et le tourisme? Je pense qu'historiquement, les Français, nous avons toujours pris le tourisme un petit peu, on est beaucoup porté sur Airbus ou sur les ventes d'armes ou d'autres choses. Le tourisme est considéré un peu comme un acquis. Donc je pense que développer la notion de service, se dire qu'il y a cet atout merveilleux qui est le tourisme, comprendre qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui souffrent, qui ont des difficultés où les propriétaires, les patrons ne se payent pas de salaire, mais bon, je n'exagère pas en disant cela. Donc c'est un métier, il y a bien sûr les palaces parisiens où nous avons des moyens qui nous permettent de bien faire les choses, mais il y a une industrie très importante qui a besoin de se faire entendre et besoin d'être soutenue. Vous êtes leur porte-parole. Alors vos heures perdues, je ne sais pas si vous en avez beaucoup avec cet emploi du temps qu'on imagine chargé. Eh bien, vous êtes vigneron. Puisque vous avez la chance d'être l'heureux propriétaire, j'imagine, de Château Clarisse, qui est dans le vignoble de Saint-Émilion, Puisiguin Saint-Émilion. Alors la récolte s'est bien passée, les vendanges sont bien passées, bon ou mauvais millésime? C'est pour un vigneron, c'est toujours un très bon millésime. Oui, bon. Mais c'est une vendange difficile. C'était une année très très difficile lorsque vous parlez avec des vignerons de longue date. On n'avons pas vu une telle récolte depuis 30 ans. Donc une récolte très hétérogène. L'année a mal débuté et elle a été difficile à conclure. Bon, nous, dans le cas de Clarisse, nous avons eu la chance de pouvoir passer à travers les mailles de la grêle et du botrytis. Non, nous avons réussi à vendanger justement tardivement, ce qui est un plus. Donc les vendanges sont finies le 18 octobre et nous savons que nous avons rentré du très bon raisin, du raisin mûr. Grâce à Stéphane Renancourt qui s'occupe du vignoble avec mon épouse et moi-même.
Donc a priori, Clarisse va tenir ses promesses. Bon, bah écoutez, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup Didier Le Calvez d'être passé par ce studio. Et puis je vous donne tous rendez-vous la semaine prochaine sur le plateau des Échos Lifestyle.